nous allons entendre une communication dont l'auteur est Florence Encrevé, l'écoute de l'interprète en langue des signes. Florence Encrevé est elle-même spécialisée dans ce domaine de recherche. Elle est docteur en histoire et maître de conférences en sciences du langage à Paris 8 et auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Les sourds dans la société française du 19e siècle », mais aussi co-auteur... C'est sa thèse. C'était voilà, sa thèse remaniée, mais aussi co-auteur d'un manuel, précisément l'interprétation en langue des signes, au PUF en 2007. Comme elle est enceinte et à la veille d'un heureux événement, juste comme on dit, veille. quasiment, la semaine prochaine. C'est donc M. André Encrevé, son père, qui s'est proposé de lire cette communication, qui est lui-même historien, spécialiste de l'histoire du 19e siècle, professeur émérite de l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne. Et nous vous écoutons. Donc. Merci, mais ce n'est pas moi que vous écoutez, c'est Florence Encrevé que vous écoutez. Il faut un petit effort d'imagination, mais je ne connais rien à ces questions. Je me contente de lire son texte. Donc, commençons. Donc, généralement, la langue des signes intrigue car elle est peu connue. Est-elle une langue, un langage, un code, une transcription visuelle de la langue parlée? Est-elle universelle? Peut-elle exprimer l'abstraction? Sont quelques-unes des questions que je pose toute personne confrontée pour la première fois à la langue des signes. Ceux qui la connaissent savent que la langue des signes est bel et bien une langue et non pas un langage. Pour la désigner, on utilise le terme de langue des signes et non pas langage des signes, qui, pour tout un chacun non linguiste, renvoie essentiellement à une sous-langue. La langue des signes est une langue comme le français, l'anglais, l'espagnol, le russe, etc. En France, on la désigne par le sigle LSF, langue des signes française, car la langue des signes n'est pas internationale. Elle n'est pas universelle. Certes, son organisation syntaxique et grammaticale est relativement homogène de par le monde, mais le lexique est différent selon les pays, et même différent entre deux pays de langue vocale proches. Par exemple, la langue des signes belge est très différente de la langue des signes française. La langue des signes anglaise est très différente de la langue des signes américaine, elle-même plus proche de la langue des signes française que de la langue des signes anglaise. Étant une vraie langue, possédant des structures syntaxiques et un vocabulaire propre, différents selon les pays, la langue des signes n'est donc pas un code transcrivant visuellement les langues parlées. Elle n'a rien à voir structurellement et lexicalement avec le français. Et comme toute langue arbitraire et conventionnelle, elle permet bien évidemment d'exprimer l'abstraction. Par exemple, il est très facile, moi c'est pas moi qui vous le dis, hein, mais il est très facile de traduire en langue des signes l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, ce qui est quand même relativement abstrait, s'exprime, paraît-il, très facilement en langue des signes. Et donc, étant capable d'exprimer l'abstraction, elle est capable de développer les facultés intellectuelles des personnes qui l'utilisent tout autant que les langues parlées. Donc dans cette communication, Florence Encrevé souhaite parler du métier d'interprète en langue des signes français, langue des signes française vers le français, en utilisant 3 paragraphes, 3 points. D'abord d'un point de vue historique, ensuite d'un point de vue surtout linguistique, et enfin, au niveau cognitif, de s'arrêter sur un des mécanismes interprétatifs en jeu lors d'une interprétation, l'écoute, tour à tour auditive et visuelle. Premier point donc, l'histoire de l'interprétation en langue des signes. Il est très difficile de dater l'émergence de la langue des signes. D'après les recherches linguistiques actuelles, dès qu'un sourd isolé d'autres sourds se trouve en position de devoir s'exprimer et de se faire comprendre de son entourage, entendant, il met en œuvre une organisation linguistique appelée langue des signes émergente, vouée à se complexifier dès lors qu'il entre en interaction avec d'autres sourds. Signant. Alors un sourd signant, c'est un sourd qui s'exprime en langue des signes, naturellement. Avant le XVIIIe siècle, en France, les sourds utilisent, selon le même principe, des langues des signes isolées, ou alors circonscrites à leur région, à condition qu'ils aient été en mesure de rencontrer d'autres sourds. Pour vérifier la présence de sourds utilisant la langue des signes avant le XVIIIe siècle,
parce que le premier ouvrage écrit par un sourd paraît en 1779, il faut consulter des sources indirectes d'entendants ayant côtoyé ou observé des sourds. Et on peut remonter très loin. On peut remonter jusqu'à Platon. Platon, dans le Cratyle, atteste indirectement la présence de sourds signants dans la Grèce antique. Je cite, « Si nous n'avions point de voix, ni de langue, et que nous voussions nous montrer les choses les uns aux autres, n'essayerions-nous pas, comme le font en effet les muets, de les indiquer avec les mains, la tête et le reste du corps ?» Donc vous le voyez, naturellement, les sourds de la Grèce antique parlent la langue des signes. La première phase de normalisation de la langue des signes peut être datée de la fin du XVIIIe siècle, au moment où le célèbre abbé de l'Épée regroupe dans sa maison familiale, située rue des Moulins à Paris, des sourds venus de toute la France. Chacun avec son lexique propre, et ils harmonisent bien sûr avec le lexique des autres élèves de l'abbé de l'Épée, ainsi qu'avec le lexique utilisé par les sourds de Paris, non élèves de l'abbé de l'Épée, mais évidemment qu'ils rencontrent régulièrement. De cette harmonisation naît une variante que l'on désigne en général sous le terme de variante parisienne de la rue des Moulins, du nom de la rue où habitait l'abbé de l'Épée, et qui est l'ancêtre de la langue des signes française d'aujourd'hui. C'est donc à partir du XVIIIe siècle que cette première forme de normalisation que l'on trouve dans les archives des traces régulières, qu'auparavant la présence d'interprètes attendez, je suis en train de me perdre de la phrase. Je reprends parce que c'est donc à partir du XVIIIe siècle et de cette première forme de normalisation que l'on trouve dans les archives des traces plus régulières qu'auparavant de la présence d'interprètes en langue des signes et français, notamment l'abbé de l'Épée lui-même, ainsi que quelques-uns de ses élèves malentendants. Au XIXe siècle, les professeurs sourds de l'Institution des sourds-muets de Paris, comme Ferdinand Berthier ou Pierre Pélissier, effectuent des interprétations dans les tribunaux ou lors des mariages. Parce qu'il faut bien pouvoir dire oui quand on se marie, évidemment. Et certains refusaient de marier en disant « mais ils n'ont pas dit oui ». Ah oui, effectivement. Alors, la particularité de ces interprètes sourds est qu'ils passent par le biais de l'écrit pour interpréter vers le français. C'est-à-dire qu'ils lisent des textes qu'on leur remet, mais qui ont été prononcés oralement. Cela reste bien de l'interprétation, puisqu'il s'agit de la transmission d'un discours oral, même si, en l'occurrence, ce discours oral leur est transmis sous une forme écrite. Alors, l'inconvénient de cette méthode, c'est que ces interprètes sourds sont en mesure d'interpréter uniquement ce qui leur est transmis à l'écrit, et non tous les discours oraux prononcés dans la situation, puisque, évidemment, étant sourds, ils n'entendent pas ce qu'on dit. Cependant, au XIXe siècle, leur interprétation est plus fiable que celle effectuée par les professeurs entendants de l'Institution de Paris, pourtant régulièrement appelés dans les tribunaux. Parce que la connaissance de la langue des signes des sourds qu'ont les professeurs entendants dans cette institution est plus qu'approximative. Bien évidemment, tous ces interprètes œuvrent bénévolement et hors de tout cadre déontologique ou professionnel. Alors, le début du XXe siècle est marqué par la proscription de la langue des signes des établissements d'éducation pour sourds à partir de 1880. Et cela, à la suite d'une décision du gouvernement français de mettre en œuvre des résolutions adoptées pendant un congrès qui est très célèbre parmi les sourds, le congrès de Milan, tenu en septembre 1880 en faveur de la langue française parlée, ce qu'on appelle la parole pure, à l'encontre de la langue des signes. Alors, 5 raisons principalement permettent d'expliquer cette proscription de la langue des signes dans les établissements d'éducation. Premièrement, l'adhésion d'une majorité des Français et donc du gouvernement républicain d'alors à l'idée de progrès, qui, pour les entendants qui ne connaissent pas la langue des signes, se traduit principalement par la volonté de vouloir conduire les sourds à parler et à lire sur les lèvres. Ça leur semble un grand progrès. Pourquoi est-ce un progrès? Eh bien parce qu'ils s'imaginent que la langue des signes ne peut pas exprimer l'abstraction, et que donc elle ne permet pas le développement des facultés intellectuelles des sourds. Première raison. Deuxièmement, la montée croissante du pouvoir des médecins dans la société. Ces médecins eux-mêmes sont acquis à l'idée de progrès, comme presque tous les Français. Enfin, il suffit de lire Victor Hugo pour voir ce que c'est que le progrès. Et ils souhaitent donc faire tout ce qu'ils peuvent pour les sourds, et donc ils voudraient d'abord les faire entendre. Mais s'ils n'arrivent pas à les faire entendre, eh bien ils vont au moins les faire parler. Troisièmement, et ça paraît parfois un peu curieux, c'est la défaite de 1870 face à l'Allemagne, qui conduit les dirigeants français à se lancer dans une campagne de développement du sentiment national.
Et ça part de l'idée que si les Allemands nous ont battus, c'est qu'on n'était pas assez patriotes. Donc, on va développer le sentiment national, et notamment par une unification linguistique autour du français. Le français qui est la langue de la liberté. Pourquoi est-ce que c'est la langue de la liberté et pas l'italien ou d'autres langues? Parce que les Français, qui sont toujours très fiers de leur révolution, ils disent mais c'est en français qu'on a écrit la liberté, on a écrit la Déclaration des droits de l'homme, etc. Donc il faut unifier autour de la langue de la liberté et mettre à l'écart les autres langues, les langues régionales ou la langue des signes qui est assimilée en quelque sorte à une langue régionale. Quatrièmement, la volonté du gouvernement républicain de mettre en application les principes de 1789, qui sont, le premier, vous le savez, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'égalité. Mais l'égalité, là, est pensée dans l'identité, l'uniformité. Tous les Français doivent avoir accès aux mêmes moyens. Tous les Français doivent bénéficier de chances identiques, afin de tous avoir à leur disposition les mêmes possibilités d'accéder à l'égalité et donc à la liberté. Mais alors, dans ce contexte, enseigner aux sourds en utilisant la langue des signes leur paraît beaucoup trop spécifique et n'entre pas dans ce schéma d'égalité et donc d'identité en quelque sorte. Et cinquièmement, la rivalité existant entre les agents du ministère de l'Intérieur, qui gèrent les écoles pour sourds depuis 1800, et les agents du ministère de l'Instruction publique, qui aimeraient récupérer cette tutelle. Donc, en accusant le ministère de l'Intérieur de ne pas suivre les résolutions adoptées à Milan en faveur de la méthode orale pure, les agents du ministère de l'Instruction publique ont finalement précipité la décision du ministère de l'Intérieur de proscrire la langue des signes des établissements pour sourds pour laisser le champ libre à ce qu'ils appellent la parole pure. Mais alors, du fait de cette proscription, le vivier en interprètes potentiels que représentent les écoles pour sourds s'épuise rapidement. Seuls restent les membres entendants de familles sourdes, enfants, frères, sœurs, conjoints, parents, etc., et les malentendants. Et cela jusqu'aux années 1970. Vous voyez, ça a duré très longtemps, jusqu'aux années 70, qui voient peu à peu les professeurs entendants, puis les orthophonistes, se réintéresser à la langue des signes au fur et à mesure de l'assouplissement tout de même pragmatique, mais quand même inégal, de l'application de la réforme radicale. Mais ici encore, le bénévolat et l'assistance envers une personne handicapée, qu'on appelle une déficiente auditive, un déficit est de rigueur. Et il faut attendre les années 1970-1980, au moment où les sourds commencent à exister à nouveau dans l'espace public, et pour une poignée d'entre eux à revendiquer le droit à l'utilisation de la langue des signes, pour que les interprètes en langue des signes décident de se professionnaliser. Ainsi, l'Association nationale française des interprètes pour déficients auditifs, vous voyez, on garde quand même ce terme de déficient auditif, est fondée en 1978. Et déjà aux États-Unis, la première association d'interprètes avait vu le jour en 1972, ce qui a probablement encouragé les interprètes français à envisager eux aussi de s'associer dans le but de développer leur métier, l'influence américaine étant particulièrement forte en France dans ces années 70. C'est pas seulement pour la musique de Bob Dylan, vous voyez, mais c'est aussi pour s'intéresser à la langue des signes. De manière concomitante, les années 70-80 sont aussi celles d'une seconde phase de normalisation de la langue des signes, consécutive à une décision prise par les sourds d'enseigner leur langue aux entendants, alors que jusque-là, elle était essentiellement entre les mains des sourds. En effet, la grande variété des lexiques utilisés par les sourds de manière privilégiée dans plusieurs grands lieux de rassemblement, tels les institutions, pose quelques problèmes à ceux d'entre eux qui souhaitent enseigner la langue des signes à des entendants. Mais ces problèmes sont seulement d'ordre didactique, ils ne se posent pas aux sourds entre eux, grâce à leur utilisation commune des structures fondamentales de la langue des signes et leur remarquable capacité d'intercompréhension mutuelle au-delà de la variété des lexiques. Pris par la nécessité, enseignés donc aux entendants, ils effectuent essentiellement un choix entre deux variantes parisiennes, celle de l'Institution nationale des sourds-muets de Paris et celle de l'Institut départemental Gustave Bagwer de d'Asnières-sur-Seine, pour attribuer le plus possible à tel ou tel terme en français un équivalent unique en langue des signes en fonction d'un critère tout à fait subjectif, c'est-à-dire ce qu'ils estiment être le plus simple à comprendre
pour retenir par un entendant ordinaire, un entendant lambda. Et par exemple, pour les couleurs, il y avait plusieurs façons d'exprimer le bleu. Et alors pour exprimer le bleu, alors, je ne sais pas la langue des signes, mais enfin j'ai appris ce terme-là, le B c'est ça, donc le bleu c'est ça, enfin à peu près. Hein. C'est ce que Florence m'a expliqué, mais c'est ce que je suis capable de faire. Quoi qu'il en soit, dès le moment où les interprètes manifestent leur volonté de se professionnaliser, logiquement apparaissent les premières formations d'interprètes. En 1980-81, une première formation est mise en place, suivie en 1983 par la création de la première formation universitaire d'interprètes à l'université Paris 8, d'une durée de 2 ans après le bac, et permettant l'obtention d'un diplôme de premier cycle universitaire. Mais elle est abandonnée en 1985 après n'avoir formé une seule promotion d'interprètes. Socialement, la langue des signes est toujours infériorisée. Sa proscription dans les écoles perdure jusqu'à l'adoption de l'article 33 de la loi 91-73 du 18 janvier 1991 qui déclare, je cite, « Dans l'éducation des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et français, et une communication orale est un droit. » Cependant, cet article est isolé. Il est inséré dans une loi générale sur la santé publique et les assurances sociales. Or, cette loi, évidemment, n'a pas de lien direct avec l'éducation. Et dans les faits, malgré la publication d'une circulaire en 1993, le bilinguisme, à de rares exceptions près, n'est pas réellement mis en œuvre dans des établissements d'enseignement pour sourds. Enfin, promulguée récemment, la loi 2005-102 du 11 février 2005 affirme à l'article 75 la langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Il convient de noter que cet article a fait entrer de facto la langue des signes dans l'article 2 de la Constitution remaniée en 1992, comme le rappelle la circulaire 2008-109 du 21 août 2008 du ministère de l'Éducation nationale. Je cite, « La loi reconnaît à la langue des signes française, LSF, un statut de langue de la République au même titre que le français. » Désormais donc, à l'article 2 de la Constitution, il faut comprendre le français dans ses deux modalités. Sa modalité audiophonatoire, la langue française parlée et écrite, et sa modalité visio-gestuelle, la langue des signes française. Deux modalités qui se déclinent en deux langues distinctes, aux structures différentes, mais qui définissent bel et bien juridiquement toutes les deux le français de la République française. Donc, grâce à la loi de 2005, la proscription de la langue des signes des établissements pour sourds décidée dans les années 1880 est définitivement annulée par la République. Deuxième point, caractéristique de l'interprétation en langue des signes aujourd'hui. Aujourd'hui, consécutivement à ces changements progressifs, la profession d'interprète s'est structurée et professionnalisée. Il existe 5 formations universitaires d'interprètes qui délivrent toutes un master depuis l'année universitaire 2006-2007 et la mise en place de la réforme dite licence master doctorat ou LMD. Les cours dispensés aux étudiants suivent tous les mêmes principes à quelques variantes près. Premièrement, la transmission du sens du message selon la théorie interprétative de la traduction développée par Danica Selaskovic et Marianne Lederer. Deuxièmement, le respect de la déontologie adoptée par la désormais Association française des interprètes et traducteurs en langue des signes. Vous voyez, on n'est plus sur les déficients auditifs. Association française des interprètes et traducteurs en langue des signes, que l'on peut résumer en 3 grands principes: le secret professionnel, la fidélité au message, la neutralité de l'interprète. Les interprètes se désignent donc aujourd'hui sous cette appellation interprètes en langue des signes française-français, afin de mettre en avant leur travail sur les 2 langues et se distinguer du caractère bénévole et charitable envers les personnes handicapées qui prévalait autrefois. Ces interprètes ne considèrent pas les sourds comme des handicapés, mais les considèrent comme des locuteurs d'une autre langue dans toute sa dimension linguistique et culturelle. En termes linguistiques, la langue des signes est appelée non vocale, car elle n'utilise pas le canal audiophonatoire, mais le canal visio-gestuel.
C'est une langue qui ne possède pas de forme écrite. Alors la vidéo peut servir actuellement de palliatif pour cette absence de forme écrite, mais elle n'en possède pas toutes les caractéristiques. Et ainsi, dans leur travail, les interprètes en LSF, langue des signes française, français, jonglent quotidiennement entre deux langues très différentes. Une langue à modalité audiophonatoire, dominante dans l'espace français, et une langue à modalité visuo-gestuelle, longtemps infériorisée socialement. C'est d'ailleurs une des spécificités de cette paire de langues par rapport aux interprètes en langue vocale de conférence. Comme la langue des signes peut être pratiquée sans produire de son, on pourrait dire sans faire de bruit, les interprètes en langue des signes sont situés sur la scène à côté du conférencier, comme si vous étiez en train d'interpréter en quelque sorte. Alors que les interprètes en langue vocale sont obligatoirement isolés dans des cabines et ils utilisent des casques et des micros. De même que les auditeurs souhaitant avoir accès aux discours interprétés en langue vocale sont contraints de porter eux-mêmes des casques. Alors cette nécessaire visibilité des interprètes en langue des signes est parfois sujette à controverse. À la télévision, par exemple. Les chaînes ayant choisi d'appliquer les dispositions de la loi du 11 février 2005 quant à la mise en accessibilité de leurs programmes reçoivent régulièrement des plaintes de téléspectateurs qui dénoncent la présence d'interprètes en langue des signes à l'écran qui gênent leur confort d'écoute visuelle et auditive. Alors, pour essayer de répondre à ces téléspectateurs, les chaînes et les interprètes étudient actuellement la possibilité de faire apparaître les interprètes à l'écran à la demande. De même qu'on peut faire apparaître à l'écran des sous-titres à la demande. Enfin, ils l'étudient. Apparemment, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Mais ainsi, il ne serait pas imposé visuellement à ceux qui ne le souhaitent pas. Lors des conférences également, on voit de plus en plus souvent des interprètes sur un grand écran placé derrière le conférencier et non plus sur la scène, afin de ne pas gêner le conférencier. Bon, ça ne gêne pas tellement le conférencier d'ailleurs, mais surtout les auditeurs entendants. Cependant, un tel dispositif comporte des inconvénients non négligeables. Les interprètes sont souvent cachés derrière le rideau du fond de la scène, voire dans une autre pièce, face à une caméra, sans aucune visibilité de ce qui se passe sur scène, sans aucune autre information que la bande-son que le micro parvient à capter, qui n'est donc évidemment pas exhaustive. Pour ne donner qu'un exemple, imaginez la difficulté d'avoir à interpréter dans une langue visuelle une formule telle que « vous qui êtes ici » ou « vous qui êtes là ». Parce que sans aucune indication spatiale, cela conduit parfois à des situations cocasses où l'on peut voir sur l'écran géant l'interprète placer les personnes exactement à l'opposé de celles où elles sont positionnées en réalité. Pour le reste, il n'est pas inutile de le rappeler, les interprètes en langue des signes française français effectuent le même métier que les interprètes de conférences en langue vocale. Les interprètes en langue des signes transmettent de manière simultanée, donc en même temps, le sens d'un discours émis dans une langue appelée langue de départ, une langue appelée langue d'arrivée, comme tous les interprètes, et ceci sans ajouter ni retrancher d'informations, soit fidèlement, sans donner son point de vue sur la question, soit donc en toute neutralité, et, si la situation ne relève pas d'une conférence publique, sans dévoiler ensuite à qui que ce soit le contenu de ce qu'il a interprété, donc en respectant le secret professionnel. Contrairement aux interprètes en langue vocale, et c'est là une autre spécialité liée au canal visuo-gestuel de la langue des signes, les interprètes en langue des signes interviennent en simultané, dans les situations dans lesquelles les interprètes en langue vocale ne le peuvent pas, notamment lors des entretiens entre 2 ou 3 personnes ou de réunions. Dans ces situations, les interprètes en langue vocale devraient passer par la technique dite du chuchotement pour pouvoir interpréter en simultané ce qu'ils ne font que très rarement. Ou alors ils devraient interpréter en consécutive, c'est-à-dire en prenant des notes et en restituant le discours après coup. Les interprètes en langue des signes couvrent donc des domaines d'intervention plus vastes que les interprètes de conférences de langue vocale, ce qui rend d'autant plus nécessaire le respect de la déontologie et notamment du secret professionnel. En effet, le nombre de locuteurs sourds en langue des signes étant estimé à environ 100 000 en France, la probabilité pour les 500 interprètes diplômés de France de croiser plusieurs fois les mêmes locuteurs est bien plus importante que pour des interprètes en langue vocale. Cela implique donc que les locuteurs sourds aient une confiance absolue dans les interprètes,
ce qui n'est possible que s'ils sont sûrs qu'ils respectent bien la déontologie. Enfin, un troisième point, l'écoute auditive et l'écoute visuelle en interprétation langue des signes française français. En interprétation simultanée, les interprètes langue des signes française français mobilisent leurs ressources cognitives pour réaliser en continu des mécanismes interprétatifs décomposables en 6 étapes, dont l'écoute est la porte d'entrée indispensable. Bon, ça c'est naturel. L'écoute est auditive lorsqu'il s'agit d'interpréter du français vers la LSF, et elle est visuelle lorsqu'il s'agit d'interpréter de la LSF vers le français. Dans un cas comme dans l'autre, cette écoute professionnelle ne revêt pas les mêmes caractéristiques qu'une écoute non professionnelle, comme pourrait l'être celle d'un entendant ou d'un sourd participant à la communication. Par ailleurs, ces deux modalités de l'écoute sont à la fois différentes et similaires parce qu'elles œuvrent dans un but identique, transmettre le sens de l'énoncé émis dans une langue, de le transmettre dans une autre. Dans le livre que Florence Encrevé a écrit avec Alexandre Bernard et Francis Gégly, L'interprétation en langue des signes, vous en parliez tout à l'heure, ce qui est paru en 2007 au PUF, eh bien donc dans ce livre, ces 3 auteurs proposent un modèle interprétatif en 6 étapes qu'ils appellent les 6 étapes des mécanismes d'interprétation, ou MI6, comme ils sont facétieux et qu'ils se prennent pour James Bond, ils disent parfois MI6. Mais ça, c'est des interprètes entre eux qui parlent comme ça. Elle m'a bien dit prononcer à l'anglaise. Pour tenter de décrire ce qui se passe dans le cerveau d'un interprète lorsqu'il travaille en simultané. Voici donc les 6 étapes. Donc, il faut écouter, soit auditivement le message émis en français, dans le cas d'une interprétation vers la LSF, ou écouter visuellement le message émis en LSF, dans le cas d'une interprétation vers le français. Deuxième étape, comprendre et analyser le sens du message. Troisièmement, retenir le sens du message. Quatrièmement, visualiser des images mentales pour ébaucher une première interprétation mentale du message. Et jusqu'à cette étape, l'interprète est en phase d'écoute. Il n'a pas encore commencé à produire son interprétation. Cinquièmement, produire l'interprétation du message dans la langue d'arrivée. Sixièmement, autocontrôler mentalement la bonne qualité de la production effectuée. Alors, comme vous l'avez peut-être eu l'occasion de le remarquer si vous avez déjà écouté une interprétation, en simultané, l'interprète, quelle que soit la langue de travail, conserve quelques secondes de retard sur le locuteur. On le voit aussi d'ailleurs très facilement à la télévision. Ce léger retard sur le propos, ce décalage, correspond à la phase d'écoute et il va jusqu'à la phase de production de l'interprétation. Au fil de l'interprétation, avec ce léger décalage, variable d'un professionnel à un autre, l'interprète enchaîne en boucle ce processus décrit à l'instant. Naturellement, l'ensemble de ces étapes s'effectue dans le cerveau de l'interprète extrêmement rapidement. En effet, à peine un premier segment du message du locuteur est-il compris, analysé et produit dans l'autre langue, qu'un deuxième segment est déjà en cours de traitement dans le processus interprétatif, et ainsi de suite. Plus précisément, en même temps qu'il produit le premier segment dans la langue d'arrivée, l'interprète écoute le deuxième segment. Pendant que le premier segment est entré dans la phase d'autocontrôle de la production, le deuxième segment est produit dans la langue d'arrivée. Et un troisième segment est entré en phase d'écoute, et ceci en boucle. Bien évidemment, l'interprète effectue ces opérations sans s'en rendre compte. Il ne se concentre pas sur chacune de ces étapes. Ce serait comme vouloir penser à chaque lettre de chaque mot d'une phrase en même temps qu'on la prononce. Mais ce modèle aide simplement à comprendre ce qui se passe dans le processus interprétatif et à repérer un éventuel dysfonctionnement. Ce modèle sert aussi à expliquer pourquoi le temps de concentration maximale du cerveau d'un interprète est maximum de 50 minutes à 1 heure quand il est seul, pour un total de 2 heures par demi-journée, et de 15 à 20 minutes en relais, pour une durée de plus de 2 heures par demi-journée, ou pour des situations comme la conférence qui nécessitent une attention encore plus accrue à cause de la technicité du discours. La durée optimale de concentration étant de l'ordre de 15 minutes. Au-delà de ces durées maximales, si l'interprète continue à traduire, les mécanismes se grippent. L'interprète n'arrive plus à se concentrer, d'où l'apparition de lapsus et autres erreurs qu'il ne perçoit plus tellement la charge cognitive est saturée. L'interprétation devient alors incompréhensible. Ce modèle permet aussi de mieux comprendre l'importance de la préparation de l'interprète.
S'il vous est déjà arrivé d'être interprété, peut-être avez-vous reçu une demande de préparation des interprètes, c'est-à-dire on demande de nous envoyer à l'avance le texte, en nous disant qu'on peut varier un peu naturellement, enfin d'envoyer l'essentiel du texte. Parce qu'avoir le texte de la conférence à l'avance, même simplement 24 heures à l'avance, permet aux interprètes de savoir avant la conférence quel est l'objectif principal du discours, de savoir où le locuteur veut en venir, de bien saisir à l'avance ce qu'on appelle son intention, sans avoir à le découvrir au fur et à mesure de l'énoncé du discours. Cela réduit donc le temps de traitement des informations et ça permet également de diminuer la quantité d'attention attribuée à la phase d'écoute et d'augmenter l'attention portée à la phase de production et celle d'autocontrôle. De même, dans ce cas, les erreurs d'interprétation sont évidemment beaucoup plus réduites. Cette phase d'écoute est très particulière. Elle ne ressemble pas à l'écoute qu'on peut avoir lorsqu'on est simplement en position d'auditeur. Lorsqu'on assiste à une conférence, par exemple, on écoute pour essayer de comprendre ce que dit le locuteur, pour tenter de suivre son raisonnement et éventuellement en retenir une partie. Lorsqu'on écoute pour interpréter, on cherche principalement à avoir suffisamment d'éléments du discours pour avoir compris le début du sens du message émis dans la langue de départ et pour pouvoir l'interpréter dans la langue d'arrivée en activant les mécanismes d'interprétation. De même, au fil du discours, cette phase sert à saisir l'intention du locuteur si l'interprète n'a pas obtenu de préparation. C'est donc une écoute qui nécessite une attention accrue, impliquant une phase de mémorisation et orientée dans un but précis. Dans cette situation, c'est la mémoire à court terme qui est sollicitée et non pas la mémoire à moyen ou à long terme. Et cette attention accrue doit être partagée avec les autres phases, celles de production et d'autocontrôle. Or, comme l'a montré le traductologue et interprète Daniel Gilles, dans ses recherches, les ressources attentionnelles mobilisables lors d'une interprétation sont en quantité limitée. Et l'interprète doit les répartir de manière équilibrée entre ces trois grandes phases, dont la première, la phase d'écoute, est la plus importante. Si l'interprète doit fournir davantage d'efforts dans cette phase d'écoute, il ne pourra pas en fournir autant dans la phase de production et encore moins dans la phase d'autocontrôle. Donc, en conclusion, je souhaiterais revenir sur la spécificité de l'écoute visuelle lorsqu'on interprète de la langue des signes française vers le français. À l'inverse de l'écoute auditive, l'écoute visuelle mobilise essentiellement les yeux et le cerveau, naturellement. Au fil de leur formation et de leur pratique sur le terrain, les interprètes apprennent à développer leur écoute visuelle davantage qu'une personne qui n'a pas besoin de l'utiliser au quotidien, et différemment de ceux qui pratiquent la langue des signes hors contexte d'interprétation. Cette écoute visuelle englobe le visage du locuteur, mais aussi les mouvements du bras, du buste. Pour ce faire, l'interprète fixe son regard sur le visage du locuteur, à peu près au niveau des yeux, de manière à ce que les cellules de l'acuité de l'œil, les cônes, lui permettent de repérer tous les détails, tous les changements les plus fins qui surviennent à ce niveau et qui sont les plus significatifs. Et pour les autres mouvements, du bras, du buste, ce sont les cellules du mouvement de l'œil, les bâtonnets, qui sont sollicitées, car une perception fine à ce niveau est bien moins nécessaire, le cerveau reconstruisant automatiquement les éventuels manques de perception des signes en fonction des connaissances linguistiques et culturelles de l'interprète. Or, cette écoute visuelle n'a pas encore fait l'objet d'études approfondies. Elle n'a pas fait l'objet d'expérimentations de type cognitif sous scanner ou IRM. Et il me semble que c'est un sujet qui pourrait apporter aussi des éléments aux études sur l'écoute auditive. Florence Encrevé vous remercie. Merci beaucoup.